السلام عليكم الجميع. معكم أستاذة ليلى عمري، أستاذة شعبة الاقتصاد في الثانوية التأهيلية رحامنا. كنتواجد اليوم في استوديو إيدوكاتيك في مديرية رحامنا باش نقدم لكم درس حول لا كونسوماسيون. Donc, après avoir déjà vu ce que c'est que la consommation, ses différentes formes et sa structure, aujourd'hui, nous allons voir ou étudier le comportement du consommateur. Introduction. À l'instar du producteur, le consommateur est supposé aussi raisonner et faire des calculs pour mieux satisfaire ses besoins sous la contrainte de son budget. Rappelez-vous, dans le cours de la production, nous avons déjà étudié comment un producteur peut choisir sa combinaison optimale des facteurs de production tout en respectant son budget. Aujourd'hui, nous allons voir comment le consommateur peut choisir à son tour sa combinaison, cette fois-ci de biens, tout en ayant la satisfaction maximale et en respectant son budget. Pour déterminer comment le consommateur peut obtenir le maximum de satisfaction au moyen de son budget, deux moyens sont possibles. Alors, pour faire cette étude de comportement, nous avons deux approches. L'approche d'abord cardinale et l'approche ordinale. Commençons tout d'abord par l'approche cardinale. Qu'est-ce que c'est qu'une approche cardinale? Comme son nom l'indique, cardinal, ça veut dire un nombre. On suppose ici que le consommateur, il est prêt pour donner une valeur chiffrée afin d'exprimer sa satisfaction ou son ressenti vis-à-vis de la consommation d'un bien quelconque. Donc, le consommateur est capable de mesurer sa satisfaction suite à la consommation d'un bien. Donc, ça veut dire que le consommateur peut parfaitement mesurer l'utilité que lui procure la consommation d'un bien X. Par exemple, si je consomme un verre d'eau, je peux parfaitement donner un chiffre, 3, 4 ou 5, pour exprimer l'utilité que me procure la consommation de ce verre d'eau. Cette utilité, elle est soit totale ou marginale. Commençons par l'utilité totale. Quand on dit que l'utilité est totale, si elle mesure la satisfaction globale que l'individu retire de la consommation de ce bien. Ça veut dire, si je consomme 2 verres d'eau, je peux donner un chiffre qui exprime l'utilité que me procure la consommation des 2 verres d'eau à la fois. Pareil, si je consomme 3 verres d'eau, je donne l'utilité que me procure la consommation de 3 verres d'eau. Alors que l'utilité marginale, il mesure l'évolution de l'utilité totale pour une variation de la quantité consommée. Elle est égale à la variation de l'utilité sur la variation de la quantité consommée. Exemple, si je consomme un 4e verre d'eau, l'utilité marginale, elle exprime l'utilité que me procure ce 4e verre d'eau et non pas les 4 verres d'eau à la fois. Passons maintenant à l'étude de l'équilibre du consommateur dans le cas d'un seul bien. On suppose ici que le consommateur est face à la consommation d'un unique bien. Exemple, les niveaux d'utilité procurés par la consommation des pommes sont comme suit. Vous avez ici le tableau qui nous donne l'utilité totale pour chaque nombre de pommes consommées. Et dans le travail à faire, on vous demande de calculer l'utilité marginale, ensuite de présenter dans le même graphique et l'utilité totale et l'utilité marginale afin de faire une lecture et à la fin déterminer le choix optimal du consommateur. Donc commençons tout d'abord par le calcul de l'utilité marginale. Vous avez ici la correction du tableau. Alors pour calculer l'utilité marginale, on va se servir de la formule que nous avons déjà vue, c'est-à-dire l'utilité marginale est égale à la variation de l'utilité sur la variation de la quantité consommée de biens. Exemple, si on veut calculer l'utilité marginale de la 2e pomme, on va faire la variation de l'utilité sur la variation de la quantité consommée. Exemple, l'utilité totale de 2 pommes
moins l'utilité totale de une pomme. Sur la quantité, ça veut dire 2 pommes moins 1 pomme, ce qui nous donne à la fin 4. Et c'est pareil pour tout le reste du nombre de pommes consommées. Sauf que pour la première pomme consommée, nous n'avons pas d'utilité précédente, donc c'est automatiquement 6 sur 1, ce qui nous donne 6. Donc on va procéder de la même manière pour calculer le reste des utilités marginales. Passons maintenant au graphique. Pour faire la représentation graphique, nous avons sur l'axe des abscisses le nombre de pommes consommées et sur l'axe des ordonnées l'utilité. Comme ça, on arrivera à présenter les deux courbes d'utilité à la fois dans le même graphique. Si on veut faire une lecture de ce graphique, on commence par l'utilité totale. Regardez bien avec moi la courbe. On peut très bien la diviser sur 3 phases. Une phase où l'utilité totale, il augmente. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je consomme une pomme, j'exprime une utilité totale supérieure. Ensuite, dans la deuxième phase, on remarque que l'utilité totale, il se stabilise. C'est-à-dire j'exprime une utilité similaire à l'utilité exprimée précédemment. Ensuite, la courbe, il devient décroissante. Donc, l'utilité totale commence à baisser et je commence à exprimer une utilité qui est inférieure à la précédente. Pour la courbe de l'utilité marginale, on remarque que dès le début de la consommation des pommes, la courbe il devient décroissante. Ça veut dire quoi? C'est qu'à chaque fois que je consomme une pomme supplémentaire, j'exprime une utilité qui est moins importante que pour la précédente. Jusqu'au moment où carrément il devient négatif. Ça veut dire que j'exprime une utilité qui est inférieure à la précédente. Donc, mais on revient sur un point qui est très important, c'est le moment où l'utilité marginale, il devient négatif. Regardez bien, à ce moment-là, l'utilité totale, il atteint son maximum. À ce moment-là, l'utilité totale, il atteint son maximum. Juste après, l'utilité marginale il devient négative et l'utilité totale, il baisse. Donc, pour le consommateur, c'est le choix optimal parce que juste après ce point-là, il arrive le consommateur à saturation. Donc, s'il consomme une énième pomme, il ne va exprimer aucune satisfaction. Au contraire, ça va nuire à sa satisfaction. Donc, il doit s'arrêter à la consommation de 4 pommes, le moment où l'utilité totale, il atteint vraiment son maximum. Donc, récapitulons pour le choix optimal du consommateur. Il consiste à consommer le bien X jusqu'au point où l'utilité totale atteint son maximum, c'est-à-dire jusqu'à l'utilité marginale soit nulle. Donc, pour résumer, la condition d'équilibre du consommateur dans le cas où il est face à un seul bien, c'est au moment où l'utilité marginale égale 0. Passons maintenant à l'équilibre du consommateur dans le cas de 2 biens. Et quand je dis 2 biens, ça veut dire que le consommateur éprouve pour chaque bien une utilité qui est différente. Par exemple, si je consomme un bien X, j'éprouve une utilité qui est différente de ce que j'éprouve de la consommation d'un bien Y. Donc, comment peut-il maximiser sa satisfaction à partir de son budget ou autrement dit, quelle est la quantité de bien X qu'il doit consommer et quelle est la quantité de bien Y qu'il doit également consommer tout en ayant le maximum de satisfaction et en respectant toujours son budget. Dans ces situations, il y a 2 cas de figure. Le premier, c'est lorsque le prix est unique pour les 2 produits. Ça veut dire mon bien X et Y, je les achète au même prix. Et le deuxième cas de figure, c'est le moment où le prix est différent pour les 2 produits. Commençons par le premier cas, le cas où le prix est identique pour les 2 produits. Exemple, Monsieur Salhi a le choix pour son petit déjeuner entre diverses combinaisons de consommation. Des petits pains au chocolat, qu'on va nommer le produit X, et du café au lait, c'est le produit Y.
Le budget alloué à ce petit déjeuner est de 18 dirhams pour un prix unique de 2 dirhams pour les deux produits. Donc, que ce soit les petits pains au chocolat ou la tasse de café, les deux, ils coûtent 2 dirhams. Donc, vous avez ici le tableau qui récapitule l'utilité totale exprimée pour chaque nombre de petits pains et chaque nombre de tasses de café. Et à vous aussi de calculer l'utilité marginale pour les deux produits et pour les différentes quantités en utilisant la même formule que tout à l'heure. Ensuite, vous allez représenter graphiquement les utilités pour les deux produits sur le même graphique et à la fin déterminer par le graphique et par le calcul l'équilibre de consommateur. Commençons tout d'abord par le calcul de l'utilité marginale. On va corriger le tableau. Alors voilà, regardez bien avec moi ici. Donc pour calculer l'utilité marginale, on va juste utiliser la formule que nous avons déjà expliquée. Ça veut dire la variation de la consommation, la variation de l'utilité, pardon, sur la variation de la quantité consommée. Si je donne ici un exemple, si je veux calculer l'utilité marginale des deux pommes, je vais prendre l'utilité totale des deux pommes moins une pomme et je vais diviser sur la variation de quantité, c'est-à-dire 2 pommes moins une pomme, ce qui nous donne 8. Et ainsi de suite pour le reste du tableau et pareil également pour le nombre de tasses de café. Donc c'est la même manière. Passons maintenant au graphique. Donc sur l'axe des abscisses, nous avons la quantité de produits, que ce soit les petits pains ou la tasse de café. Et sur l'axe des ordonnées, les utilités, c'est-à-dire totale et marginale. Donc, nous avons les quatre courbes des deux produits qui comprennent les utilités totales du bien X et Y et les utilités marginales du bien X et Y. Donc maintenant, pour trouver l'équilibre du consommateur, nous devons chercher la combinaison de biens qui assure la même utilité marginale pour les deux. Ça veut dire que le bien X et le bien Y doivent me procurer la même utilité marginale. Si on cherche ici sur la courbe, regardez avec moi, ces deux points se retrouvent sur la même ligne. Ça veut dire qu'ils ont la même utilité marginale. Donc, c'est cette combinaison-là de 4 petits pains, c'est le produit X, et 5 tasses de café, c'est le produit Y, qui assure pour le consommateur la combinaison optimale. Donc, dans le cas du prix unique, la combinaison optimale, on l'appelle également l'équilibre du consommateur, est celle qui assure l'égalité des utilités marginales. Mais il faut tout de même vérifier si cette combinaison répond au budget du consommateur. Donc, pour l'équilibre du consommateur, on rappelle que c'est la combinaison de 4 petits pains et 5 tasses de café. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, l'utilité marginale, elle est identique, elle est égale à 4. Cette combinaison doit observer la contrainte budgétaire du consommateur. D'une manière générale, la contrainte budgétaire s'écrit comme suit. Le budget, elle est égal à la quantité du bien X fois son prix, plus la quantité du bien Y fois son prix. Donc, on doit vérifier si cette combinaison de biens respecte le budget à travers l'équation budgétaire. Remplaçons maintenant avec des chiffres. Donc, pour la quantité de bien X, ça veut dire les petits pains, elle est de 4. Et le prix, c'est de 2 dirhams. Pareil pour la tasse de café qui coûte 2 dirhams. Je vous rappelle que les prix sont identiques. Ce qui change, c'est la quantité qui est de 5 dirhams pour la tasse de café. Le total, il me fait 18. Et rappelez-vous, 18, c'est le budget du consommateur dans notre cas. Donc, ça répond parfaitement à l'équation budgétaire du consommateur. Donc, on peut dire que c'est la combinaison optimale. Passons maintenant au cas où les prix sont différents pour les deux produits. Donc, on reprend le même exemple, sauf qu'ici, que le budget alloué est de 15 dirhams. Et les prix, bien sûr, ils changent. 2 dirhams pour les petits pains et 3 dirhams pour la tasse de café. Donc, on va calculer cette fois-ci
le rapport utilité marginale avec le prix. Pourquoi ici on calcule la pondération de l'utilité marginale par le prix? Tout simplement parce que ici les prix sont différents et on doit annuler l'effet du prix. Pour l'annuler, on divise par le prix. Ensuite, on va déterminer le calcul ou l'équilibre du consommateur dans le cas des prix différents. Donc c'est le même tableau. Ici, on va encore rajouter une ligne où il y a le rapport utilité marginale au prix et on va la calculer. Donc on passe à la correction et voilà. Donc les calculs, c'est vraiment très simple. On va juste prendre toute la ligne de l'utilité marginale et la diviser par le prix du petit pain qui est égal à 2. Exemple, je prends 10, je prends l'utilité marginale 10, je le divise par le prix de petit pain qui est de 2, ça me donne 5. Et pareil pour tout le reste. 8 divisé par 2, c'est le prix, il y a le petit pain, ce qui me donne 4. 6 divisé par 2, ce qui me donne 3, etc. etc. Et pour les petits pains, je ne vais pas diviser bien sûr par 2, mais par 3, c'est le prix d'une tasse de café. Donc 12 sur 3, ça me donne 4. 11 sur 3, ça me donne 3,67. 9 sur 3, ce qui me donne 3, etc. Donc maintenant, pour trouver l'équilibre du consommateur, on va chercher la combinaison qui assure l'égalité du rapport utilité marginale sur prix du bien X et l'utilité marginale du bien Y sur le prix. Donc maintenant, ce n'est pas comme le cas où il y a deux biens avec un seul prix. On cherchait uniquement la combinaison qui assure l'égalité de l'utilité marginale pour les deux biens. Maintenant, on cherche l'égalité du rapport utilité marginale sur le prix pour annuler l'effet du prix. Donc, dans notre exemple, quand est-ce que le rapport utilité marginale sur le prix pour les petits pains et les tasses de café sont identiques? C'est au moment où je consomme 3 petits pains et 3 tasses de café. Donc, ici, les rapports ils sont identiques. C'est au moment où je consomme 3 petits pains et 3 tasses de café. C'est ma combinaison optimale. Mais il faut toujours vérifier sur la contrainte budgétaire pour confirmer que cette combinaison répond à mon budget. Donc, 3 petits pains avec un prix de 2 dirhams et 3 tasses de café avec un prix de 3 dirhams, ce qui me donne 15. Et je vous rappelle que 15, c'est le budget alloué au consommateur. Donc, la combinaison, elle est optimale et répond au budget du consommateur. Passons maintenant à l'approche ordinale, parce que ce n'est pas toujours facile d'attribuer un chiffre qui exprime l'utilité que je ressens par rapport à la consommation d'un bien. Cette approche, il me propose uniquement de mettre en ordre mes préférences. Comme son nom l'indique, ordinal, ça veut dire je mets en ordre. On effectue juste des comparaisons entre les combinaisons sans valeur chiffrée. Donc je mets en ordre mes combinaisons selon le niveau de satisfaction qui me procure. Application. Samir est un élève étudiant en deuxième année, sciences économiques. Sa famille lui réserve un budget ou de l'argent de poche de 360 dirhams par mois. Il répartit généralement ses loisirs entre la lecture des livres, c'est le bien X, et le cinéma, le bien Y. Pour le mois de novembre 2018, la place du cinéma, on a ici le prix, elle est de 30 dirhams, et le prix moyen unitaire des livres, elle est de 60 dirhams. Vous avez ici le tableau. Donc, regardez bien avec moi le tableau. Nous avons 3 niveaux de satisfaction. Donc, et pour chaque niveau de satisfaction, nous avons différentes combinaisons. Et toutes les combinaisons me procurent le même niveau de satisfaction. Par exemple, pour le niveau de satisfaction qui est égal à 1, c'est le supérieur, je suis indifférent entre choisir cette combinaison, ça veut dire une entrée au cinéma et lire 5 livres, ou bien 3 entrées au cinéma et la lecture de 3 livres, etc. Donc toutes les combinaisons du même niveau de satisfaction me procurent la même satisfaction. Et pareil pour le reste des niveaux. Donc dans le travail à faire, vous êtes amené à dresser dans un graphique les courbes d'indifférence et les interpréter, dresser la droite de budget,
Donc, clairement, ces deux questions, elles vont vous rappeler des choses que vous avez déjà vues dans le cours de la production. Et à la fin, vous allez déterminer la combinaison optimale. Commençons par la courbe d'indifférence. Je vais juste ici rappeler que la courbe d'indifférence, c'est l'ensemble des combinaisons procurant la même utilité ou la même satisfaction. Donc, pour notre cas, nous avons 3 niveaux de satisfaction. Donc, automatiquement, nous avons 3 courbes d'indifférence. Je rappelle les propriétés des courbes d'indifférence. Ils doivent tout d'abord pas se couper. Ils sont décroissantes. Et plus on s'éloigne, plus le niveau de satisfaction, il augmente. Donc, pour tracer la droite de budget cette fois, je rappelle qu'il indique toutes les combinaisons de deux biens pour lesquels la dépense totale est égale au revenu. Donc, c'est la droite. Tous les points qui sont sur cette droite, ils répondent au budget du consommateur. Pour la tracer, nous allons revenir à la contrainte budgétaire. On va supposer que x égale à 0 pour trouver y égale à 0 pour trouver x. Une fois on a les deux points, on les représente sur la courbe à travers l'axe des abscisses et des ordonnées. Et voilà, nous avons notre droite de budget. Alors maintenant, pour trouver la combinaison optimale, cette combinaison, il doit être à la fois sur la courbe d'indifférence et sur la droite de budget. Donc, graphiquement, si je veux la trouver, c'est la tangente de la droite de budget et de la courbe d'indifférence. En ce point, la satisfaction, elle est optimale. Donc, mais toujours, il faut vérifier si ça répond à la contrainte budgétaire par les calculs. Donc, on remplace notre contrainte budgétaire par des chiffres. Oui, 8 entrées. Regardez avec moi. Ici, c'est 8 pour les entrées au cinéma, fois 30 dirhams, c'est le prix de l'entrée au cinéma, et 3, ou bien, pardon, 2 livres que je peux lire avec 60 dirhams pour chaque livre. Le total, ça me donne 360 dirhams, ce qui répond parfaitement à mon budget. Donc, c'est la combinaison optimale que le consommateur il peut choisir qui lui assure la satisfaction maximale et qui répond à son budget. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois.